L'économie est parfois qualifiée de science noire, et si ce surnom vous semble étrange, écoutez ceci. En 1976, un groupe d'économistes finlandais a entrepris d'étudier l'impact économique net du tabagisme sur l'économie nationale. Pendant 27 ans, ils ont suivi des individus, fumeurs ou non, et ont enregistré leur contribution ou leur fardeau à l'économie par le biais d'éléments tels que les impôts, la sécurité sociale et les frais médicaux. La thèse des économistes était que les fumeurs contribueraient moins à l'économie, voire constitueraient une charge nette parce qu'ils tomberaient plus souvent malades, ce qui pèserait sur l'infrastructure des soins de santé. Ils estimaient qu'ils seraient également moins productifs, même lorsqu'ils seraient en relative bonne santé. Or, ce n'est pas ce qu'ils ont constaté. Comme les fumeurs vivaient en moyenne 8,6 ans de moins que les non-fumeurs, ils pesaient moins sur les pensions de retraite financées par l'État. En effet, étant donné que les fumeurs ne mouraient pas, pour la plupart, quand ils contribuaient encore à la production économique, mais qu'ils décédaient peu de temps après leur départ à la retraite, leur contribution nette moyenne aux finances publiques était supérieure de 133 000 € à celle des non-fumeurs. Ce n'est que lorsque les économistes qui ont mené cette étude sont allés plus loin et ont inclus la valeur de la vie humaine que les résultats ont été inversés. La conclusion logique de cette étude est que pour maximiser la production économique nominale, le gouvernement devrait encourager le tabagisme. Il est évident que cette suggestion est ridicule, mais elle met en évidence le problème souvent difficile que ce qui est le mieux pour un individu n'est souvent pas le mieux pour une société. Or, puisque la science économique est centrée sur ce qu'il faut faire avec des ressources fondamentalement limitées, des compromis véritablement mortels comme ceux-ci doivent être pris en considération, et le bon choix n'est pas toujours si évident. Cela suppose également que les décideurs d'une économie, des chefs d'État aux simples citoyens, agissent de manière logique pour maximiser les résultats positifs, au lieu de prendre des décisions basées sur l'idéologie, le profil personnel ou simplement l'ignorance, ce qui, comme le savent la plupart des économistes, est une hypothèse assez lourde. Les conséquences de ces décisions difficiles, même si elles sont prises avec les meilleures intentions, peuvent coûter et ont coûté la vie à des milliards de personnes tout au long de l'histoire de l'humanité. Si cela peut sembler être une hyperbole, de nombreux économistes de renommée mondiale, y compris un très remarquable lauréat du prix Nobel, ne sont pas d'accord. Le plus inquiétant, c'est qu'un grand nombre des erreurs commises dans le passé, à l'époque où les économistes n'en savaient pas plus ou n'existaient tout simplement pas, sont encore commises aujourd'hui. Alors, quels sont les exemples des plus grands échecs économiques dont il faut tirer des leçons au cours de l'histoire ? Quels sont les futurs échecs que nous sommes en train de commettre ? Et enfin, combien de milliards de personnes sont mortes au fil du temps à cause de mauvaises politiques économiques ? L'économie, en tant que discipline universitaire, est actuellement en crise. Les microéconomistes, qui étudient les interactions à petite échelle et les caractéristiques des décisions personnelles, sont dénoncés à gauche, à droite et au centre pour avoir falsifié les résultats de leurs études afin de pouvoir présenter des résultats qui semblaient intéressants plutôt que des résultats qui étaient réellement vrais. Les macroéconomistes, quant à eux, débattent de leurs idées depuis des décennies car il est malheureusement très difficile de mener des expériences macroéconomiques puisque, par définition, il s'agit d'étudier les interactions entre des marchés entiers, souvent à l'échelle nationale ou même mondiale. Le mieux que les macroéconomistes puissent faire est de tirer des leçons de l'histoire. Et malheureusement, il existe une liste interminable d'erreurs desquelles il faut s'inspirer. En 1858, dans un effort de modernisation, la Chine, qui était en train de redévelopper son économie après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de son nouveau système communiste, a voulu augmenter sa production d'acier. La théorie économique veut que l'acier soit un élément essentiel de la construction d'équipements industriels modernes. Ainsi, plus une économie dispose d'acier, plus elle peut construire d'usines, de machines et d'infrastructures, ce qui augmente la production totale et se traduit par une augmentation des ressources à partager entre tous les participants. En théorie, du moins, ce n'est pas faux. La croissance économique et la consommation d'acier sont fortement corrélées dans le monde d'aujourd'hui, précisément pour cette raison. Si une économie utilise des machines en acier, elle sera en mesure de produire davantage et de développer d'autres produits en acier. La façon dont la Chine s'y est prise est partie d'une idée économique théoriquement saine, probablement même élaborée, avec pour intention d'améliorer réellement la qualité de vie de tous les habitants du pays, et a abouti à la création de hauts fourneaux ruraux. Au lieu d'investir dans quelques fonderies d'acier de haute qualité, le gouvernement chinois de l'époque a encouragé les agriculteurs à produire des fours de base en briques et en argile qui brûlaient tout ce qu'ils trouvaient comme combustible, comme du bois d'arbre, des outils et même, dans certains cas, des cercueils. Le gouvernement de l'époque a tellement encouragé les hauts fourneaux ruraux que les agriculteurs abattaient des forêts entières autour de leurs champs et donnaient la priorité à la production d'acier plutôt qu'à celle des récoltes.
Le gouvernement savait ce qui se passait, mais il pensait qu'en augmentant la production d'acier et en s'industrialisant rapidement, ces mêmes agriculteurs pourraient utiliser des tracteurs et des outils de récolte perfectionnés, au lieu de leurs outils manuels de base, ce qui permettrait d'augmenter massivement la production agricole à long terme. L'agriculture est aujourd'hui hautement industrialisée et un seul agriculteur équipé d'une moissonneuse-batteuse peut accomplir autant de travail que 100 agriculteurs utilisant des outils manuels dans le même laps de temps. Malheureusement, l'économie chinoise n'a pas compris que si le développement industriel conduit à produire plus d'acier ne suffit pas à créer un développement industriel. Avec d'autres facteurs, la prolifération des hauts fourneaux ruraux a été l'un des principaux moteurs de la grande famine chinoise qui a commencé 1 an plus tard et a entraîné la mort de 15 à 55 millions de personnes, soit à peu près le même nombre de victimes que celui de tous les pays de la Seconde Guerre mondiale réunis. Cette tragédie n'est pas due à la violence, mais à de mauvaises décisions. En plus de détourner l'attention des agriculteurs, ce projet économique raté a également entraîné l'érosion des sols en raison de tous les arbres qui ont été abattus autour des champs pour alimenter les fourneaux. Des millions de travailleurs unifiés se regroupant pour créer de l'acier pour le bien commun de la nation auraient pu s'aligner parfaitement avec les idéologies du parti. Or, la seule finalité a été de créer de l'acier de mauvaise qualité qui n'était utile en rien et dont la plus grande partie a finalement dû être retraitée dans une usine sidérurgique digne de ce nom, comme cela aurait probablement dû être le cas dès le départ. Aujourd'hui, il est presque aussi facile de revenir sur des décisions de ce type et de constater que, tout comme encourager davantage de gens à fumer, encourager les agriculteurs d'un pays essentiellement agraire à cesser de cultiver et à ruiner leurs champs n'a jamais été une bonne idée, même si elle avait une justification économique théorique. Il n'y a malheureusement pas de limite à d'autres leçons historiques de ce type, même au cours du siècle dernier, sans parler des cas où l'économie est intentionnellement utilisée comme une arme pour soumettre une population ou une nation entière par le biais de mesures telles que des restrictions commerciales et des sanctions. Dans certains de ces cas, la fin peut justifier les moyens, et les hostilités économiques peuvent être considérées comme préférables aux hostilités militaires. Mais il y aura toujours des victimes. Même si l'on s'en tient aux politiques mises en œuvre au profit des acteurs économiques, les choses se compliquent lorsqu'on ne dispose pas du recul nécessaire et que l'on n'a que des théories non vérifiées pour déterminer ce qui constitue le plus grand bien. S'il est important de comprendre que l'économie ne se limite pas à rendre les gens aussi riches que possible et qu'il s'agit d'une discipline qui a un impact considérable sur tous les habitants de la planète, ce n'est pas seulement pour se sentir plus important que les chimistes et les physiciens qui font l'objet de films de Nolan. C'est surtout parce que cela montre la nécessité de prendre les politiques économiques très au sérieux et de comprendre ce qu'est réellement le succès économique. Cela peut sembler un peu philosophique, mais c'est peut-être là l'essentiel. Certains des plus grands esprits de la profession débattent actuellement de ce que devrait être le rôle d'un bon économiste. D'un côté, il y a ceux qui affirment que l'économie est une science comme les autres et que tout doit être fait avec une expérimentation rigoureuse et une soumission aux données. À cette fin, les économistes doivent trouver et soutenir des politiques qui maximisent les résultats mesurables, tels que la production, la richesse et le développement humain. Selon les plus grands économistes du monde, et surtout les économistes qui prennent les décisions politiques dans les gouvernements et les organisations du monde entier, une approche de l'économie fondée sur des données et quelque peu clinique a été la manière prédominante de gérer efficacement la planète au cours des 4 dernières décennies. Cette tendance a été favorisée par le fait que la collecte et l'analyse des données économiques sont beaucoup plus faciles aujourd'hui grâce aux ordinateurs. L'utilisation de données et d'analyses rigoureuses élimine une grande partie de l'émotion et surtout de l'idéologie du processus économique et donne aux dirigeants un guide sur ce qu'il faut faire pour maximiser les résultats mesurables. En d'autres termes, les gens n'ont plus la possibilité de commettre des erreurs économiques catastrophiques parce qu'ils pensent mieux savoir que les autres. Bien entendu, aussi fantastique que soit la méthode scientifique, cette approche présente des problèmes véritablement fatals qui ont conduit certains économistes à affirmer qu'une base plus philosophique pour la conduite de l'économie pourrait en fait être préférable. Un problème évident est que les décideurs politiques ne suivent pas toujours les conseils qui leur sont donnés par leurs conseillers économiques. De plus, les idées trop techniques sont encore plus difficiles à expliquer au grand public, qui, dans une démocratie qui fonctionne bien, devrait être le décideur ultime. Parfois, une bonne idée qui sera effectivement mise en œuvre vaudra mieux qu'un plan économique parfait qui ne sera jamais pris en considération. Il y a aussi le problème de l'application de statistiques très rigides à ce qui est une science fondamentalement centrée sur l'homme. Si tout ce qui intéresse un économiste est de maximiser les résultats mesurables,
Sa solution au dilemme de qui le conducteur de train devrait sauver pourrait être d'écraser la personne seule attachée au rail du train, puis de faire marche arrière et d'écraser le deuxième groupe parce que cela élimine 6 personnes économiquement dépendantes et que cela double le temps de travail du conducteur. Si cela vous semble trop dramatique, il existe réellement des solutions de ce type que les théories économiques modernes ont soutenues, mais nous y reviendrons plus tard. Un autre problème majeur lié au fait de traiter l'économie, en particulier à l'échelle macroéconomique, comme n'importe quelle autre science, est qu'il est beaucoup plus difficile, voire totalement impossible, de mener des expériences sur une économie, car elle est remplie de millions de variables imprévisibles qui ne peuvent pas être contrôlées comme le seraient des expériences dans un laboratoire stérile. Même les expériences microéconomiques, plus axées sur les individus et leur processus de prise de décision, sont notoirement difficiles à réaliser, car même si les économistes partent parfois du principe que les gens sont parfaitement rationnels, c'est loin d'être le cas. Enfin, une approche de la prise de décision économique trop axée sur les données mettra naturellement l'accent sur l'amélioration des éléments facilement mesurables plutôt que sur des éléments intangibles tels que l'épanouissement humain et le bonheur, qui sont beaucoup plus difficiles à intégrer dans un logiciel d'analyse de données, mais sans doute encore plus importants que des éléments tels que la production nette par habitant. L'alternative à l'approche de l'économie basée sur des données froides est que les économistes soient essentiellement des philosophes et qu'ils se prononcent sur ce que les gens apprécient vraiment et sur la meilleure façon d'atteindre ces objectifs. Angus Deaton a reçu le prix Nobel d'économie en 2015 pour son travail d'analyse du rôle de la consommation économique dans le bien-être humain. Il a depuis publié un certain nombre d'ouvrages, dont un livre intitulé « Economics in America », qui propose une alternative à la manière dont les économistes modernes devraient étudier l'économie. Et ces arguments sont particulièrement pertinents pour l'une des questions économiques les plus importantes débattues aujourd'hui, si ce n'est la plus importante, la mondialisation. La mondialisation est la tendance générale des pays à commercer, investir et coopérer plus librement les uns avec les autres au lieu d'être complètement autosuffisants. Tout comme au niveau individuel, nous sommes plus riches parce que nous travaillons avec d'autres personnes et que nous nous spécialisons dans différentes tâches, les pays tirent les mêmes avantages de leur spécialisation dans un domaine particulier et de leurs échanges avec d'autres pays pour acquérir les biens et les services qu'ils ne savent pas produire eux-mêmes. Elle a permis à des pays comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et l'Inde de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et de développer des industries de pointe au niveau mondial. Elle a également permis à des économies traditionnellement riches comme les États-Unis, l'Australie, le Canada et l'Europe occidentale de bénéficier de biens de consommation à un prix bien inférieur à ce qu'ils coûteraient avec une fabrication locale employant des travailleurs nationaux mieux rémunérés. Des appareils qui auraient autrefois été considérés comme des produits de luxe, tels qu'un lave-linge, un aspirateur et un énorme téléviseur à écran plat, sont aujourd'hui monnaie courante dans presque tous les foyers d'une économie avancée. En outre, les entreprises des économies avancées, notamment les États-Unis, ont grandement bénéficié non seulement des salaires plus bas et des économies d'échelle réalisées dans des pays comme l'Asie, mais aussi de l'ouverture de centaines de nouveaux marchés et de milliards de nouveaux clients potentiels. De manière mesurable, tout le monde y a gagné, mais certains y ont gagné beaucoup plus que d'autres. Les travailleurs moyens, qui doivent désormais entrer indirectement en concurrence pour un emploi avec des personnes vivant dans des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas, ont été laissés pour compte. En outre, dans les économies avancées en particulier, la richesse générée par les industries mondiales a été considérable, mais elle s'est traduite par une baisse du prix de certaines choses accessoires, alors que des choses vraiment importantes, comme le logement en particulier, sont devenues beaucoup plus chères. Les travailleurs hautement rémunérés, les investisseurs et les citoyens du monde qui ont gagné beaucoup d'argent en travaillant ou en investissant dans les organisations qui se sont développées rapidement grâce au commerce mondial, sont presque devenus une classe à part entière que les participants économiques ordinaires qui occupent des emplois ordinaires, n'apportent qu'une valeur ajoutée à l'économie nationale ordinaire, ne peuvent tout simplement pas concurrencer. Une personne travaillant dans un supermarché ne peut ajouter qu'une certaine valeur au travail qu'elle effectue, et en supposant que le supermarché pour lequel elle travaille veuille faire des bénéfices, elle ne peut pas gagner plus que la valeur qu'elle ajoute pour une quantité de travail donnée. Par rapport à une personne qui conçoit des technologies pouvant être vendues dans le monde entier, ou qui gère des routes commerciales pour une entreprise d'importation, ou même une personne qui réalise des vidéos sur YouTube qui sont consommées par un public mondial, ce deuxième groupe ajoute peut-être moins de valeur à son économie locale. Mais il ajoute plus de valeur à l'économie mondiale et peut donc durablement gagner plus et surpasser les personnes qui occupent des emplois normaux pour des ressources limitées telles que le logement. Ce type de problème difficile à mesurer a des conséquences humaines très réelles.
Aux États-Unis, en 1992, les diplômés universitaires vivaient en moyenne 2,6 ans de plus que ceux qui n'avaient pas de licence. En 2019, l'écart avait plus que doublé, passant à 6,3 ans. Et en 2021, il était de 8,5 ans. Le travail de M. Dittens soutient que l'économie moderne, qui a poussé à la mondialisation, a fondamentalement échoué à réaliser les conséquences non mesurables d'un changement aussi radical. Il existe une statistique selon laquelle, pour chaque augmentation de 1% du taux de chômage aux États-Unis, 40 000 personnes meurent, ce qui a fait l'objet d'une vidéo complète il y a longtemps. M. Ditton et une poignée croissante d'autres économistes ont établi des liens similaires et ont imputé à des politiques économiques qui semblent bonnes sur le papier, mais qui nuisent à de nombreuses personnes dans la pratique, des problèmes sociétaux majeurs tels que l'épidémie d'opioïdes et le nombre élevé de sans-abri, entre autres. La solution est difficile à trouver. Si l'économie ne repose que sur des chiffres, nous nous retrouvons dans un monde où le gouvernement encourage le tabagisme pour réduire le fardeau des retraites. Mais si l'économie se transforme en philosophie, ou pire encore, en politique, nous pouvons tout aussi bien nous retrouver avec des hauts fourneaux ruraux qui alimentent la croissance de l'industrie lourde collectivisée. Au moins, considérons cette expérience de pensée à une échelle sur laquelle nous avons de l'influence dans notre vie de tous les jours. Quelqu'un qui vient de terminer son repas chez McDonald's et qui a sa table recouverte d'emballages alimentaires jetables, doit-il ou non prendre ses propres déchets et les mettre dans les poubelles ? Si elle ne le fait pas, McDonald's devra payer quelqu'un pour nettoyer les déchets, ce qui stimulera l'emploi. Mais si elle le fait, elle rendra la vie des travailleurs plus facile, même si c'est au détriment de l'entreprise qui réduira son nombre d'employés. Nous n'allons pas vous donner la réponse à cette question. En partie parce qu'il n'y a pas de réponse définitive, en partie parce que nous présenterons la meilleure réponse dans notre prochaine vidéo, et en partie parce que nous avons déjà couvert des questions comme celle-ci de manière extensive dans nos vidéos sur les fondamentaux économiques. Comme toujours, je ne veux pas trop me répéter ici, mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, vous devriez pouvoir cliquer sur les vidéos concernées sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé. Ciao!